Le 27 juillet 2014, tous les Pays-Bas ont pleuré leur mort. Le vol MH17 de la Malaysia Airlines a tué plus de citoyens néerlandais dans cette seule catastrophe qu'aucune autre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un nombre surprenant de journalistes. Je crois me souvenir avoir dit que je n'avais jamais vu autant de journalistes. Et personne dans la région de Donetsk n'avait vu autant de journalistes de différents pays. Japonais, Malaisiens, Indonésiens, Australiens et des Européens de toute l'Europe. À la fois ceux qui travaillent en Ukraine et ceux qui ne s'étaient pas beaucoup intéressés au conflit du Donbass. C'est la catastrophe qui a attiré l'attention du monde sur le conflit du Donbass. Alors que l'avion et les corps mutilés étaient lentement rapatriés, l'enquête a commencé. Mais un groupe de particuliers avait déjà une longueur d'avance. Bellingcat est un groupe d'experts et d'analystes indépendants qui utilisent des informations et des renseignements disponibles au public pour traquer les armes et les mouvements militaires. À l'époque, nous étions tous bénévoles. Nous faisions cela simplement parce qu'on pensait que c'était important. La catastrophe prenait beaucoup d'ampleur aux Pays-Bas. Et je savais faire ce genre de recherche, parce que je faisais déjà cela longtemps avant le crash. Et aux Pays-Bas, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui savaient comment s'y prendre. Nous étions donc, avant tout, motivés par le fait que c'était très important. Mais le processus était long. C'était lent et difficile de trouver des preuves pouvant être retenues par les tribunaux. L'ensemble de la nation néerlandaise exigeait non seulement la vérité, mais aussi que justice soit faite. La pression était forte pour trouver des preuves qui tiennent la route devant un tribunal. Les enquêteurs néerlandais ont pu utiliser les pièces qu'ils avaient ramenées d'Ukraine pour se faire une idée de ce qui s'était passé. La carcasse de l'avion de ligne racontait une histoire claire, mais c'était aux enquêteurs de tirer les conclusions. On se sent soutenu. Et pour nous, c'est très important. Nous avons dû attendre longtemps avant que les procureurs ne déposent une plainte contre les 4 suspects. Mais ce n'était pas... Les proches ont été très dignes durant tout ce temps. Et je pense que c'est tellement beau, cet effort. Vous savez qu'ils ont toutes les raisons d'être en colère. Mais ils restent très dignes. Cette animation produite par le Bureau néerlandais de la sécurité aérienne montre ce qui s'est passé selon les procureurs. L'avion a été abattu par un missile Buk de fabrication russe. Tout d'abord, un large éventail de trous dans le fuselage au-dessus du cockpit a indiqué aux enquêteurs qu'un missile a explosé et qu'une grêle d'objets ressemblant à des éclats d'obus, certains ronds, d'autres en forme de papillon, a pénétré dans le cockpit, tuant probablement le pilote et le copilote sur le coup. Il était donc facile de supposer que les éclats d'obus avaient été projetés dans l'avion par une explosion. Cette même explosion aurait envoyé des ondes de choc le long du fuselage de l'avion. Construit principalement en composite rigide et léger à base de carbone, le fuselage se serait fissuré et cassé plutôt que de se plier, arrachant le cockpit de la cabine. À ce stade, la structure elle-même aurait été soumise à des charges supérieures à celles pour lesquelles elle a été conçue. Les ailes et la queue se seraient séparées lorsque l'avion était parti en vrille. À 10 000 mètres d'altitude, la décompression a dû tuer les passagers presque instantanément. Il est possible que des avions militaires ukrainiens aient volé ce jour-là.
Ils en avaient l'autorisation, bien sûr, puisqu'il s'agissait de leur espace aérien. Mais pour autant que nous le sachions, il n'y avait aucun avion ukrainien à proximité de cet avion, du vol MH17. Et par la suite, les données radars l'ont prouvé. Depuis le premier jour où le vol MH17 a été abattu, la Fédération de Russie a commencé à accuser l'Ukraine et à créer toutes les versions possibles à ce sujet, sachant que les faux seraient largement diffusés. On commencera à l'Assemblée du Conseil de l'Europe et dans d'autres institutions internationales une campagne importante pour diffuser la vérité, fournir les vraies informations sur ce qui s'est passé et accuser la Fédération de Russie, qui est fortement liée à la mort de centaines de personnes qui se trouvaient à bord. Quel missile aurait pu détruire le Boeing 777 de Malaysia Airlines? Il est presque certain qu'il ne s'agit pas d'un missile à guidage infrarouge, qui a tendance à toucher les moteurs et ne produit pas les éclats retrouvés. Le missile à guidage radar semi-actif utilise une ogive avec un dispositif à fragmentation. Et il est également logique de supposer que l'armée de l'air ukrainienne possède un stock d'anciens missiles soviétiques. Toutefois, s'il s'agissait d'un missile de moyenne portée 9M317 ou 318, provenant d'un Buk M1-2 ou d'autres variantes d'un lanceur de missiles sol-air, il serait également équipé d'une fusée de proximité activée par un radar semi-actif. Une arme bien plus puissante. Un missile tiré de l'épaule ne peut atteindre que jusqu'à environ 4000 mètres d'altitude au maximum. Le MH17 volait à près de 10 000 mètres, 10 km. Un groupe de chercheurs amateurs et professionnels répondant au nom de Bellingcat a commencé à passer au crible des heures et des heures de films et de photographies sur les médias sociaux, dont certains avaient été postés sur des sites russes par des soldats qui se vantaient. À l'époque, il était tout à fait normal que les soldats postent des images de leur service militaire. Ils utilisaient principalement Viki ou Odnoklassniki, qui sont en quelque sorte des versions russes de Facebook. Dans les mois qui ont précédé cette catastrophe, nous avions déjà trouvé de nombreux soldats russes postant des photos d'eux-mêmes en Ukraine, même s'ils faisaient partie d'une mission secrète. Ils ne s'attendaient tout simplement pas à ce qu'on les trouve. Le nombre important de photos postées par des militaires russes et des civils ukrainiens sur les réseaux sociaux a permis d'identifier le lanceur de missiles. Une fois les photos et les films rassemblés, les enquêteurs de Bellingcat ont fait correspondre les photos à des sites réels en utilisant Internet et des données satellites. Ils ont pu retracer l'itinéraire du lanceur de missiles Buk qui, selon eux, a abattu l'avion. Ils ont réalisé une carte et l'ont présentée à des responsables néerlandais qui ont commencé à vérifier ce que les volontaires de Bellingcat suggéraient et ont créé l'animation de ce qui se passait en Ukraine dans les dernières heures avant le crash du MH17. Un puissant lanceur de missiles Buk, avec 4 missiles sur un lanceur indépendant, parcourait les routes de la région de Donetsk. Il est parti de la 53e brigade de missiles anti-aériens stationnée à Koursk, une ville de la Fédération de Russie. De là, il a été transporté par convoi militaire jusqu'à la frontière avec l'Ukraine. Ensuite, il a commencé à traverser l'Ukraine. Il a été repéré pour la première fois par un témoin oculaire dans la matinée du 17 juillet dans la ville de Yenakiev. Puis il s'est dirigé vers Donetsk, qui était la plus grande ville séparatiste sous le contrôle des sécessionnistes. Et de là, il est passé par Zourez et Torez jusqu'à Siznie, pour finir au sud de Siznie, où il s'est finalement stationné. Tout a commencé avec le rapport de l'Office national des transports, qui nous a dit qu'il s'agissait d'un missile russe Buk.